On va commencer par parler de cette pandémie qui nous a tous et toutes touchés d'une façon ou d'une autre. Et on va se demander si les autorités de santé, mais aussi nos communautés, ont retenu, on va dire, les leçons de l'épidémie du VIH-Sida. Avec moi, Elisabeth Lebovici, journaliste, historienne, ancienne militante d'ACT UP, Giovanna Rincon, fondatrice et présidente de l'association Acceptez Transgenre. Et on va commencer avec vous, Nicolas Martin, journaliste, producteur de la méthode scientifique sur France Culture. Vous abordez souvent la question du Covid-19 en ce moment. Il y a eu énormément d'approximations, de fake news, pas mal de fantasmes aussi, j'ai l'impression. On peut peut-être commencer par évoquer la thèse du professeur Montagnier, selon laquelle le Covid aurait été créé à partir du VIH. Pourquoi il y a eu autant de fantasmes sur le Covid ? Parce que, en fait, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'avec le confinement, les gens sont restés très seuls et très isolés, donc devant leur ordinateur et avec des sources d'informations pas toujours fiables. Et puis parce que la Covid en général, ça, je pense, suscite une sorte d'imaginaire fantasmatique qui a été vachement relayé par la fiction, en fait. C'est-à-dire que ces histoires d'épidémie, on en voit depuis des années dans les films, etc. Et évidemment, comme toujours, le lien, mais en fait ce lien-là, c'est-à-dire avec le VIH, on les a vus, et je pense qu'Elisabeth Lebovici dira la même chose, c'est-à-dire qu'au moment de la création du VIH, on a eu ces mêmes théories du complot, l'idée que la nature ne peut pas faire si bien les choses, alors que malheureusement c'est le cas, et que donc il y a forcément une intention humaine, et donc une intention malveillante. Le problème, en fait, vraiment, que pose notamment le fait que, si vous voulez, l'idée qu'il y a un lien avec le VIH, c'est né d'une prépublication au tout début de scientifiques indiens qui ont dit il y a une séquence de nucléotides similaire entre le VIH et la Covid. C'est-à-dire qu'il y a en fait des séquences de 4, 5, 6 nucléotides entre 30 000 et 9 000. C'est comme si vous aviez un livre avec 30 000 mots et un livre avec 9 000 mots et vous dites ah ben dans les deux livres il y a le mot chat. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà. Et donc ça a été prépublié, ça n'a pas été reviewé. Donc, et face aux critiques, l'étude a été retirée. Mais le problème, c'est que ça a été du fuel en fait pour les théories du complot. Et ça, c'était complètement éteint. Et ensuite, Luc Montagnier, qui est déjà, dont on sait que depuis des années, il est délirant et qu'il a été anti-vax, il promeut la mémoire de l'enfant, qu'il a raconté vraiment n'importe quoi et que Luc Montagnier a vraiment dérivé. On peut avoir été brillant à un moment donné de sa carrière et ça ne veut pas dire qu'on est légitime à parler de tous les sujets le reste du temps. Et donc, le problème, c'est donner une tribune à Luc Montagnier pour relayer ça. Et nous, on l'a vu dans la radiographie du coronavirus et dans les mails que j'ai reçus, ça a vraiment réactivé la peur des gens et ce fantasme du complot. Et là, en fait, il y a une responsabilité médiatique qui est vraiment importante. Qu'un ex-prix Nobel dont on sait que ses positions sont délirantes dise des choses dans son coin, c'est une chose. Qu'on lui accorde la parole en tête-à-tête sur un plateau de télévision pour répandre en fait pour ce délire, là il y a effectivement une responsabilité médiatique et qui doit être interrogée et qui doit être dénoncée. Enfin, ça n'est pas le rôle des journalistes de dire que toutes les opinions se valent. On ne peut pas dire que Luc Montagnier qui vient et qui dit le Covid a été manufacturé à partir d'un essai de vaccin pour le VIH, c'est comme mettre en face à face des gens qui vont dire le réchauffement climatique n'est pas une réalité et les deux opinions se valent, ou la vaccination est nuisible ou provoque de l'autisme. Enfin, je veux dire, en fait, à un moment donné, il y a un tel poids scientifique d'un côté, il y a un tel consensus qui fait force de preuve qu'on ne peut pas prendre ces opinions marginales et leur donner ce poids médiatique-là. Et là, il y a une vraie responsabilité médiatique et je pense que vraiment, il faut le dire et il faut dire que ça n'est pas ça, en fait. Le journalisme, ça n'est pas prendre vraiment sur un pied d'égalité des positions qui sont marginales juste pour provoquer de l'audience. Et ça, c'est un vrai dévoiement du journalisme. Et on en a vu pas mal avec Montagnier, mais aussi avec Didier Raoult, et on pourra en reparler si vous voulez. Elisabeth Lebovici, pardon, vous aussi, vous avez fait ce lien, ça vous a rappelé des choses, cette pandémie du Covid? Je crois que toutes les personnes qui ont traversé les années 80, qui ont survécu aux années 80, ont effectivement tout d'un coup ressenti des choses tout à fait communes. Mais là où on a tout à fait déchanté, c'est quand Macron tout de suite a dit c'est la première grande pandémie que nous vivons. Bing. Donc on s'est rendu compte que le VIH-Sida, ça n'existait pas. Alors, je crois justement que c'est à force de ne pas vouloir faire de relations et surtout à ne pas s'adresser
à ce que le sida a fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce que le sida m'a fait ». Et je crois que ce qui a été complètement raté, finalement, médiatiquement et aussi par le gouvernement, c'est la prise en considération de l'expérience du sida. D'une part, l'expérience de responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire, le risque, qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec un virus, qu'est-ce que ça veut dire, rester safe pour soi, mais aussi pour les autres. Et les médias n'ont pas non plus finalement pris en compte dans l'expérience du sida ce que ça pouvait avoir produit de solidarité et de travail communautaire. Et à mon avis, ce sont les deux grandes, enfin, parmi les choses qui n'ont pas du tout été comprises de l'expérience du sida, c'est-à-dire pas seulement le virus et l'épidémie, mais aussi ce que ça a fait. Et qu'est-ce que ça a produit et comment effectivement on peut vivre avec un virus. Ça, je crois que c'est assez important à dire. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, mais ça, je crois que ça a frappé aussi tous les médias, c'est que il y a eu effectivement un certain nombre de personnes qui ont été formées par le sida, qui se sont retrouvées dans les conseils scientifiques, les uns et les autres, etc., comme Françoise Barré-Sidoussi, Delfrécy, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais l'expérience de la vie avec le sida, des activistes avec le sida, elle n'a pas été prise en compte. Et moi, j'ai été très, très frappée au tout début, parce que je regardais les réseaux sociaux, et j'ai vu les activistes sida, la communauté sida, se réveiller sur deux plans. D'abord, pour essayer de penser effectivement ces réseaux de solidarité. Et d'autre part, pour se ruer, comme le disait Nicolas, sur les publications scientifiques et pour essayer de comprendre. Et cette volonté de savoir, je crois que là aussi, on a raté de l'expérience du sida deux choses fondamentales, qui est quand même la tentative de changement des rapports entre les usagers, les malades ou pas les malades, et le monde médical, le monde de la recherche, le monde biomédical, etc. Ça, je pense que ça a été complètement raté parce qu'il y a une prise d'autorité qui a été très, très forte. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement nous a traités, et les médias qui ont relayé le gouvernement, nous ont traités comme des enfants, au lieu de nous traiter comme des personnes responsables. Ça aussi, c'est quand même un grand point de l'histoire du sida et de la lutte contre le sida, que d'essayer de penser la responsabilité. Ça commence tout de suite avec la lutte contre le sida. Enfin, l'histoire du sida qu'on nous raconte, du moins celle qui commence en 81, ça commence avec 83, 84, 85, des personnes vivant avec le VIH qui disent « nous ne sommes pas des victimes, donc nous ne sommes pas des coupables, nous ne sommes pas des malades, nous ne sommes pas patients, nous sommes des personnes qui vivons avec ». Et tout d'un coup, cette idée que face au pouvoir médical, face au pouvoir scientifique, face au savoir, finalement, il y a d'autres possibilités. Je crois que c'est des choses qui ont été, auxquelles moi j'ai beaucoup pensé et qui, à mon avis, ont été complètement ratées, enfin, du moins dans les premiers mois de l'épidémie. Nicolas, rapidement. Oui, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment, vraiment interpellé, c'est que par rapport justement à cette espèce d'absence de mémoire, ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine est évidemment, c'est impossible de ne pas se souvenir de la cyclosporine, de Philippe Even et des exacts mêmes pièges. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, qu'évidemment, il y a un rapport repensé entre les patients, les médecins et les chercheurs. C'est évidemment l'enseignement majeur de l'épidémie de VIH. Mais que les médias s'engouffrent exactement de la même façon, en tombant exactement dans le même piège, face à des pseudo-médecins sauveurs qui font un coup de force médiatique sans aucune fiabilité scientifique, et que d'un seul coup, ça préempte totalement le débat sur la recherche et sur les médicaments. Moi, je trouve que vraiment, là, il y a aussi un examen de conscience très très fort à faire, parce que cyclosporine et hydroxychloroquine, c'est exactement les mêmes pièges. Giovanna, on a parlé tout à l'heure de l'importance des communautés, du travail sur le terrain. Vous, avec votre association Acceptance Transgenre, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Et puis aussi, qu'est-ce qui vous a manqué, en fait, tout simplement? Alors déjà, je partage aussi ce qui a été dit. Effectivement, pareil que pour l'épidémie du sida, les personnes ont été aperçues et traitées comme des cas cliniques et pas des personnes proactives, résilientes, capables de participer aussi aux stratégies de santé et à niveau de lutte contre les précarités qui provoquent ces épidémies-là. L'histoire du sida nous a montré comment, à des populations déjà frappées par multiples discriminations, dont les femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe, le sida nous a laissé malgré tout l'espace socio-économique du travail du sexe. Or, Covid arrive à partir de mars, tout est fini.
En plus, les agences régionales santé nous ont demandé un protocole à mettre en place, c'est-à-dire fermer rideau, rester en contact avec les communautés par téléphone. Nous avons, à l'association, fait tout le contraire. On a ouvert toutes les fenêtres, toutes pour aérer, pour faire laisser passer vraiment notre solidarité. C'est bien ça qu'on a mis en place. La première chose que je retiens, c'est que la distribution alimentaire pour une population qui n'avait aucun revenu, avant, si ce n'était que le travail du sexe, et qu'étant donné qu'il n'y avait plus de possibilité de réaliser le métier, effectivement, la nourriture apparaissait comme une nécessité absolue. Mais ce n'était pas non plus pour nourrir les personnes, c'était aussi pour garantir qu'ils sortent le moins possible, qui s'exposent au risque de transmission ou de contamination. Et autre chose qui nous a rapidement interpellé, comment veiller à la santé communautaire, c'était le numérique. Donc, on a créé une stratégie de médiatrice en santé trans qui travaille à l'association et qui ont gardé contact permanent avec tous les réseaux numériques qui existent. Et on a monitoré à travers la distribution des thermomètres. 1000 thermomètres ont été distribués à cette population qui, par ailleurs, vivent dans des endroits très réduits, 20 mètres carrés, 4 personnes. Vous pouvez imaginer que là, respecter les mesures barrières, c'est complètement absurde. Et puis, il y a eu pas mal de personnes dans notre communauté qui ont été touchées. Au moins 200 personnes ont déclaré vraiment avoir eu vraiment les symptômes. 30 personnes ont été vraiment dépistées Covid, parmi lesquelles au moins 20 ont été hospitalisés et 6 ont été vraiment en réanimation, dont 2 décès. Donc, nous comptons vraiment les victimes en termes de précarité, mais aussi en termes de morts et d'hospitalisation. Une chose qui est apparue très rapidement aussi, c'est les expulsions des lieux de logement pour cette personne, puisqu'étant donné que la plupart vivent dans des petits studios loués, très souvent sans bail et marchands de sommeil et autres. Donc, ce qu'on apprend avec Covid, c'est qu'en France, un nombre de femmes trans qui vivent ici depuis 30 ans, qui ont plus de 60 ans et qui n'ont jamais eu la possibilité de se régulariser, ce sont celles qui ont été les premières expulsées. On s'est retrouvé avec au moins 30 femmes trans dans cette situation. Et on a dû nous réinventer une stratégie avec les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui avaient quitté Paris pour se confiner à la campagne nous sont laissé le studio, leur appartement, et on a pu héberger grande partie de ces personnes trans. Donc, une stratégie qui nous a permis aussi d'y penser à comment nous approprier aussi des acquis de la lutte contre le sida. Et donc, on a réinventé la distribution des medikits qu'on distribuait avant Covid pour lutter contre le VIH, préservatifs, information, accès au dépistage du VIH, etc. Là, c'était distribuer encore une fois des thermomètres, des masques, des gels hydroalcooliques, en pensant aussi à la reprise du travail du sexe dans un contexte où l'eau potable n'existait pas au bois de Boulogne, et donc le gel hydroalcoolique devient un outil extrêmement fondamental pour réduire les risques. Donc voilà, globalement, on a créé aussi une stratégie d'appel aux dons. On a créé le Fonds d'action sociale trans avant Covid, mais qui nous a permis de garder une autonomie financière pour pouvoir mettre en place tout ce que nous avons élaboré jusqu'au présent. Je voulais juste terminer avec vous, Giovanna, sur est-ce que ça a changé, est-ce que cette épidémie a changé aussi le rapport, on va dégrader probablement le rapport que vous aviez avec les forces de l'ordre? Énormément, parce que pour une fois, les personnes trans qui sortaient dans la rue devenaient trop visibles, parce que Paris était complètement vide, et donc beaucoup de contrôles d'identité. Il y a eu des avis d'expulsion pour cette personne. Il y en a certains qui ont été mis en centre de rétention, et aussi des violences policières, et aussi des amendes qui ont été appliquées aux personnes, sans parler des personnes qui ont recommencé le travail du sexe et qui se sont vues confrontées à des propos racistes, xénophobes, et complètement aussi Covid sérophobe, si on peut le dire, et parce que, évidemment, reprendre le travail du sexe dans un contexte d'épidémie, c'était complètement une attente contre la santé publique, sans y penser vraiment à la fragilité de ces personnes. Juste dernier mot pour vous.
Je voulais dire que Dans le micro. il y a eu évidemment aussi, il s'est passé la même chose pour toutes les lesbiennes en demandeuses d'asile et réfugiés qui se sont retrouvées dans la rue absolument sans un rond. Bon, avec la Ligue lesbienne d'intérêt général, le fonds de dotation dont je fais partie, on a fait immédiatement un appel à dons d'urgence, bien sûr, pour effectivement pallier ces situations. Je voudrais aussi parler des situations des jeunes qui se sont retrouvés obligés de se reconfiner ou de se confiner dans des familles qui ne voulaient pas d'elles ou d'eux, qui se sont retrouvés dans des situations très 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 difficiles. Et quand même, le modèle normatif blanc hétéro du confinement, il faudra peut-être aussi un jour en parler. C'est vrai. Bon, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était court, désolé, mais merci à tous les trois. On va passer à la question des violences policières et du racisme en France. Mais d'abord, place à l'international. Au Moyen-Orient et au Maghreb, la presse lève lentement le tabou sur les luttes LGBTI. Il n'empêche qu'un long chemin est encore à faire. Une campagne de outing homophobe au Maroc. Au Canada, le suicide de Sarah Egazi, qui était une militante égyptienne lesbienne. De tristes nouvelles qui ont été très relayées à l'étranger. Mais qu'en est-il dans les médias locaux? La réponse avec cette vidéo. La campagne d'outing lancée par Sofia Taloni en ligne a fait des ravages parmi la communauté LGBTI marocaine. Très médiatisée, notamment en France, elle a aussi mobilisé les rares personnalités marocaines ouvertement out, comme Abdelah Taya, écrivain marocain gay qui revient pour la JL sur ces événements. Ça m'a rappelé ce que j'ai vécu quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 11-12 ans, et tout d'un coup, cette peur et ce tremblement que je ressentais en permanence en moi dès que j'étais dans la rue, et que je me disais telle personne ou telle personne va savoir juste parce que je marche d'une certaine façon, parce que je parle d'une certaine façon, ou peut-être parce qu'elle est attirée par moi, parce que j'avais une petite façon d'être un peu efféminée, et donc inconsciemment efféminée, et que peut-être parce qu'elle était attirée par moi, elle va se permettre de me toucher, de me violer, en toute impunité. Et donc, du coup, il y avait ce danger qui était là en permanence autour de moi, sans qu'il y ait personne pour me défendre, ni ma famille, ni le quartier, ni le pouvoir marocain, ni les riches marocains, ni la société marocaine. Et donc, du coup, je vivais dans ce tremblement permanent. Et je me rappelle même que la nuit, alors que je dormais quasiment par terre à côté de mes sœurs, donc j'avais ces tremblements puisque j'arrivais à les calmer, mais le soir, ça sortait dans la nuit à travers je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer et je pleurais en silence. En réaction, Abdelah Taya a publié plusieurs textes dans des médias marocains avec une langue simple en s'adressant aux jeunes LGBTI. Il ne faut plus chercher à intellectualiser mon discours ni quoi que ce soit, mais juste dire, toi tu es marocain ou arabe ou même je ne sais pas quoi, tu te sens seul, ouais, je suis là, je suis comme toi, je viens d'un milieu extrêmement pauvre, je suis devenu écrivain, regarde, je suis devenu ça, homosexuel, ils m'ont jeté, ils m'ont violé, ils m'ont fait tout ça, mais j'ai survécu, tu dois survivre comme moi, j'ai survécu. Tu peux le faire. Et le dire d'une manière extrêmement accessible, lui dire je t'aime, je suis avec toi, je suis toi, je suis toi. Ces multiples prises de parole, il les attribue à une prise de conscience d'une grande partie des journalistes marocains et marocaines. Non, il faut vraiment reconnaître à la presse marocaine vraiment qu'elle a réellement évolué sur la question des minorités d'une manière générale, sur les questions des femmes, sur la question de genre. Vraiment, ils soutiennent, ils ont pris conscience que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ils ne peuvent plus se permettre ni de traiter ça de manière objective, ni même de sous-entendre une certaine condamnation. Donc vraiment, moi, de mon point de vue, par exemple, moi personnellement, j'ai été énormément soutenu par la presse marocaine. Et dans le cas de l'affaire de Sofia Taloni, je crois qu'ils ont fait de très bons travaux. J'ai publié des textes dans le magazine Tétu, je me suis exprimé dans le magazine marocain tel quel, dans le journal marocain L'Économiste, je me suis exprimé dans des radios. Voilà, donc c'est ça qui est très contradictoire au Maroc, c'est qu'il y a une réelle évolution des côtés d'une partie de la société, mais le pouvoir se comporte comme si ces évolutions-là n'existaient pas et ne cesse de ramener le Maroc et la société marocaine à un passé qui n'existe plus. La pression internationale et des médias internationaux, je ne sais pas comment dire, c'est à double tranchant. D'une part, ça doit faire peur au Maroc et aux Marocains d'avoir une mauvaise opinion sur leur pays qui circule dans le monde entier. Et d'un autre côté, je sais bien que quand il y a ce genre d'affaires qui se passent au Maroc, parfois ça ne fait que renforcer une vision erronée sur le Maroc, une vision, comment on va dire, orientaliste, colonialiste, et ça renforce l'idée qu'il faut qu'on aille là-bas pour les sauver, alors qu'il ne s'agit pas d'aller sauver les Marocains, les homosexuels et la communauté LGBTQ du Maroc, ou bien les femmes marocaines. Il s'agit de comprendre ce qu'ils vivent, d'interpeller le pouvoir et de voir réellement la situation telle
telle que ces personnes la vivent pour de vrai. Moi, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, je suis marocain et ouvertement homosexuel, d'être celui qui opprime les autres Marocains, mes sœurs, ma famille, mes cousins et mes nièces. Ça ne m'intéresse pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de les convaincre et de changer la réalité. Malgré les efforts d'Abdelataya et de la presse marocaine et de faibles excuses de Sofia Talouni depuis, les histoires et les vécus des personnes LGBTI ne sont pas couverts idéalement dans l'ensemble de la région. C'est ce que souligne Rasha Younes, chercheuse à Human Rights Watch spécialisée dans l'étude des minorités sexuelles et de genre dans la région. And yes, some media outlets in the MENA region publish sensational articles lacking in depth just to attract viewership. And we see this so much in the MENA region when it comes to LGBT rights reporting, that reporters just take the story that they think will get most views and use very inaccurate and inappropriate and politically incorrect vocabulary and terminology to describe these individuals. For example, for trans women and trans people, they use متحولين جنسيا or other terms that are very offensive that we don't use anymore. And it just goes to show the lack of knowledge in the MENA region around these issues, despite organizations and activists' tireless work to correct these terms and use terms like mithli instead of shadh. And we see reporters, despite having this knowledge, intentionally cater to the general homophobic public instead of using their platform to educate this public. So we do have some reporters who are allies, and as we know, since the Arab Spring, a lot of new, very nuanced, very intersectional news outlets have begun documenting and reporting in Arabic about LGBT rights in a way that is very good, because it attracts viewership as well. However, we see that the audience for these outlets are very specific, and it risks that it only reaches certain individuals who already agree with these issues. However, there are so many other cases that don't get any attention. So for example, just last week, we published a press release on a Yemeni young man who was detained in Saudi, literally for saying in a Twitter video, I support equal rights and gay people have rights just like anyone else. That's all he said. And he's been detained and tortured in Saudi prison. No one reported on this. But once it's in the public eye, there's accountability, and there are ways that we can actually help these individuals just by spreading the right information and sharing their stories. So we see how important it is to get this kind of attention. And I'm hoping that over the years and as soon as we can, to all collectively be able to share positive stories, and not only stories of violation of rights and victimhood of LGBT people and how they're stigmatized and oppressed all over the region, which is partly true. Of course, it's true, depending on their social position and economic status. But we also see a lot of very inspiring stories, very empowering stories, very successful stories of LGBT people who were able to kind of fight this oppression and transcend it and actually have their voice out there, not only because they're gay or trans, but because they're, smart human beings that we need to include in everything. Un message qui, on l'espère, sera entendu par les journalistes dans la région et dans le reste du monde.